Bonjour à tous et à toutes, c'est Keito Yoso Oyo aujourd'hui, on se retrouve pour l'Anime Life 3. Boum. Ouais, comme ça direct. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler des 7 péchés capitaux ou Nanatsu no Taizai. Voilà, ça dépend si vous préférez la version à la japonaise ou à la française. Donc, alors, qu'est-ce que les 7 péchés capitaux? Alors par contre on va dire Nanatsu no Taizai, même si j'ai pas le bon accent et tout, c'est beaucoup plus joli. Alors, Nanatsu no Taizai est un manga de type shonen qui a été écrit par Nakoba, oui c'est ça, Nakoba Suzuki, et qui a une version anime normale puisqu'on est sur Anime Life. Donc qui a une version anime qui a été diffusée par A1 Pictures. Voilà. Alors il faut savoir que c'est un manga qui est sorti, qui s'est fini il y a même pas un mois, un mois et demi. Il y a un mois et demi je crois. Et c'est pas dans mes habitudes de parler des mangas qui sortent aussi vite. Enfin qui viennent de se finir aussi vite. Mais j'en avais envie parce que ce manga est juste excellent. Moi j'ai surkiffé. Voilà. Et d'ailleurs dans ce même mois, normalement, peut-être août, je vous en sortirai un. De ce mois-ci et un en août. J'ai décidé en fait que l'Anime Life, je le ferai tout seul quand j'aurai personne à le faire. Mais là j'ai une personne avec qui faire un autre manga, mais Mademoiselle est à la Japan Expo, donc bon, voilà. Hein. Bref, en attendant. C'est un manga, donc un anime qui est sorti en octobre 2014 et qui s'est fini en mars 2015. Donc voilà, un mois et demi à peine. Il est vraiment tout nouveau. Voilà. Il est donc de 24 épisodes, plus 2 OAV, dont un qui n'est pas encore sorti. Et l'OAV qui est sorti est sur l'histoire d'un des héros. Et personnellement, je pense que l'OAV est important d'être cité. Hein, parce que voilà, c'est sympa, voilà. Donc, maintenant que je vais parler de ce manga, mais vous allez me dire, mais Keito, ta gueule, explique-nous ce que c'est. Oui, c'est bon. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est. Du calme, les enfants. Alors, donc on se retrouve plongé dans une aventure où nous suivons Meliodas. Voilà. Oh, c'est sympa comme prénom, Meliodas, ça fait. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à Midona de Twilight Princess. Oui. Bref. Donc, un homme qui tient une taverne dont l'alcool est excellent, mais la bouffe dégueulasse. Voilà. Tout simplement. Donc, pardon, je veux dire, donc, avec Meliodas se trouve Hawk, un cochon, voilà, un cochon qui comprend et qui parle le langage des humains, et je sais pas, je suis fan de Hawk, voilà, voilà, ceux qui ont vu le manga me comprennent, voilà, alors... Donc Meliodas tient un bar, une taverne, hein, ce que vous voulez, un restaurant. Et on se retrouve donc dans un petit village, hein, où on apprend qu'en fait il y a une armure errante, rouillée, je crois qu'elle est rouillée, qui se balade en forêt ou aux alentours du village. Et tout le monde pense que c'est un fantôme et tout. Et comme par hasard, qui va arriver après cette discussion? Eh oui, l'armure errante qui en fait en entrant dans le bar va s'effondrer, donc tout le monde va se barrer, enfin non encore, l'armure entre, tout le monde se barre et ensuite l'armure s'écroule, voilà. Mais en fait on découvrira que c'est la princesse Elisabeth qui est la princesse du royaume de... Alors je l'ai marqué... de Lyonesse, voilà, de Lyonesse. Non, Lyonesse, c'est joli. Et donc, après va s'en suivre une petite altercation entre Meliodas et un apprenti chevalier saint. Alors oui, parce que je vous explique un petit peu l'histoire, mais je vous explique pas le royaume. Il faut savoir qu'il y a des chevaliers saints
qui sont des êtres à la puissance démesurée. C'est un petit peu les Sangoku de l'histoire, vous voyez. Et en fait, ces chevaliers saints comment dire, ont deux chefs, et un des deux chefs a détrôné le roi, tout simplement. Ils ont fait une révolution et ils ont détrôné le roi. Et depuis, les chevaliers, les chevaliers saints, enfin les saints chevaliers et les apprentis saints chevaliers recherchent la princesse puisque elle s'est échappée. Voilà. Et du coup, à la fin de ce combat, en fait, Meliodas se révélera être la personne qu'Elisabeth recherche, c'est-à-dire le péché capital, enfin l'un des 7 péchés capitaux, qui se trouve être le péché du dragon de la colère. Donc Meliodas est aussi le chef des 7 péchés capitaux. Voilà. Et donc ensuite, Elisabeth, donc, qui lui aura expliqué qu'elle a besoin des 7 péchés capitaux pour que son royaume redevienne normal, et ben ils vont se mettre à la recherche de tous les deux des 6 autres péchés. Voilà. Donc pour l'histoire, c'est un peu brouillon, mais si vous voulez vraiment bien comprendre l'histoire, allez le regarder. Donc au niveau des personnages, nous avons donc Meliodas, qui est le péché de la colère du dragon de la colère, pardon, et qui est donc le chef des péchés capitaux. Est-ce que je peux le dire? Bon, de toute façon, je vais le dire. Il a un grand potentiel ténébreux, et il vient du royaume détruit de... Je sais plus le nom. Bref. Ensuite, nous avons Elisabeth, qui est la 3e princesse du royaume de Lyonesse. Donc, elle a 2 grandes sœurs, et c'est pas la vraie fille du roi. Elle vient du même royaume détruit que Meliodas. Et le roi l'aime comme sa propre fille, ses 2 sœurs les aiment comme une sœur et tout. Mais c'est vrai que c'est un point important à retenir, elle n'est pas la fille directe du roi. Alors après je pourrais vous dire des choses qui spoilent, mais je veux pas éviter. Sachez juste que c'est une femme, et ils font dans comment on peut appeler ça, dans le mince, pas dans le vulgaire, mais dans le je cherche mes mots là, attendez. Ils font dans le simple, voilà, on va dire ça comme ça. Faut savoir aussi que Meliodas tripote, mais alors tout le temps, Elisabeth. Et je trouve que c'est juste amusant. Parce qu'Elisabeth ne dit rien, et Meliodas la tripote, mais c'est vrai, enfin franchement, je sais pas, mais dans n'importe quel manga, une femme qui se fait tripoter comme ça, on prend par exemple... on va prendre Ichigo et Rukia. Ichigo il plotte Rukia comme ça, mais Rukia le défonce. Voilà. Bref, ça m'a beaucoup fait rire. Donc après on a Hawk, la mascotte du bois Out, qui est un cochon qui comprend et parle la langue des hommes, enfin le langage des hommes. Et moi je l'aime bien ce cochon, je trouve qu'il est rigolo. Alors il se donne un titre, c'est chef des chevaliers de la confrérie du nettoyage ou un truc comme ça. C'est un truc qu'il a complètement inventé. Et voilà, mais ce cochon est juste énorme. Voilà. Donc ensuite on va parler des 7 péchés capitaux. Enfin des 6 péchés capitaux. Enfin des 5. Enfin vous comprendrez. On va parler en premier, donc du premier qu'ils vont trouver, de Diane. Péché du serpent de l'envie. Alors j'ai plus envie de dire péché du serpent de la jalousie. Mais c'est pas un péché capital. C'est pas la jalousie, c'est l'envie. Bref. Elle appartient au clan des géants. Et c'est une chose à retenir, parce que imaginez une personne qui fait 5 mètres de haut et qui vous pique imaginez votre copine, voilà, les mecs, là, imaginez votre copine, elle vous fait la 3ème guerre mondiale quand elle est jalouse, d'accord? Maintenant, imaginez-la faisant 5 mètres de haut et vous faisant la même crise. Oui messieurs, Diane, péché du serpent de la jalousie, ravage la moitié de la planète par crise de jalousie.
Ça m'avait fait rire. Ça, quand j'ai vu pour la première fois Diane, ça m'a fait tellement rire de voir la, comment elle réagissait quand Meliodas se retrouvait avec... enfin, quand elle voyait Meliodas avec Elisabeth, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Et elle ravage la moitié de la planète, hein. Moi je tiens à vous le dire, les mecs, si vous avez une copine qui fait 5 mètres de haut, je vous préviens, ne la rendrez jamais jalouse. Pardon, je viens de taper dans mon micro. Ensuite, nous avons la perfection. L'homme dans toute sa splendeur. Ban. Ban, péché du renard de l'avarice. Alors, Ban. Oh là là là. Ban est un des 7 péchés capitaux. Et alors, il a une histoire. Mais avant tout, faut savoir qu'il ne tient pas l'alcool. Voilà, parce que monsieur veut tout le temps boire, hein, mais il ne tient pas l'alcool. Voilà, bref. Parenthèse faite. Alors, Ban est immortel parce qu'il a trouvé l'eau de jouvence. Et l'eau de jouvence était gardée par une gardienne, la gardienne de la forêt sacrée, Hélène. Hélène. Voilà. J'avais un petit trou, je savais que c'était et quelque chose. Hélène. Et en fait, Ban et Hélène vont tomber amoureux l'un de l'autre. Alors c'est vrai que sur le coup, quand j'avais vu ce manga, j'avais trouvé ça nanar, franchement, voilà. Et puis en plus, vu que quand... Alors attention, je spoil à mort là, mais c'est bon, hein, c'est épisode 7. Pour moi, je me suis dit, voilà, ça vous tente, vous êtes allé voir, et ensuite vous allez revenir voir ma vidéo pour finir. Donc voilà. Il faut savoir que Ban... Donc au début a voulu voler la source. Mais ensuite quand Hélène va lui dire que la forêt mourrait s'il la prenait, ben il va changer d'avis. Puis au final il va passer son temps avec Hélène. Alors pendant une semaine il va rester avec. Et donc au final ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et au bout d'une semaine il y a un démon. Oui, tout simplement, un démon rouge qui va attaquer donc la forêt et Ban va vouloir la sauver. Et en fait, un démon a plusieurs cœurs et ça Ban le savait pas. Et oula, j'ai l'écran qui est en veille, voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est quand... Alors, sur le début, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça juste ridicule. Voilà, je tiens à vous le dire, j'ai juste trouvé ça une aberration. Hélène en fait, ils vont se disputer pour savoir qui obtiendra la vie éternelle pour se sauver. Et Ban va lui demander de boire l'eau, et c'est ce qu'elle va faire. Sauf qu'elle va pas boire l'eau, elle va la garder en bouche et elle va embrasser Ban, pardon. Et en embrassant Ban, et ben, elle va lui donner l'eau. Et du coup, il obtiendra la vie éternelle comme ça. Elle va mourir, et puis lui, il va détruire le démon. Mais ça restera son péché. C'est là où il a eu la plus grosse faute, c'est là où il a fauté pour lui. Et c'est vrai que c'est la seule chose qu'il n'arrive pas à se pardonner. C'est le seul acte qui revient permanent sur l'histoire sur son histoire. C'est vrai qu'il va essayer de mourir et tout, mais à chaque fois il fait ça, je pense, pour expliquer ses fautes. Voilà, je trouve que franchement, pour comprendre ce personnage, il faut vraiment le regarder. Et il faut vraiment regarder l'OAV qui est basé uniquement sur son histoire avec Hélène. Voilà. Et c'est vrai que quand j'étais à chaud dans le manga, c'est vrai que j'ai trouvé ça ridicule, c'était d'un nanar. Et maintenant, avec le recul, c'est vrai que je trouve que son histoire est vraiment très belle. Et c'est rare que ce que je vais dire, mais c'est vrai que pour une fois, et ben... ils ont fait une femme utile, c'est-à-dire que ils ont fait une femme qui fait son travail et qui au final va voir sous les ambitions de l'homme que bon elle pourra rien faire d'autre, hein, et puis de toute façon elle va le côtoyer. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est voilà, que c'est touchant, tout simplement.
Ensuite, nous allons parler de King. King, qui est le péché du grizzly de la paresse, et qui est le roi des fées et le grand frère d'Hélène. Et oui, c'est un point très important à retenir, car lorsqu'ils vont se retrouver donc pour sauver le royaume de la princesse Elisabeth, King en veut énormément à Ban, alors qu'ils sont très très proches, mais King en veut énormément à Ban parce que il le tient pour responsable de ses propres erreurs. C'est-à-dire que King aurait dû veiller sur la forêt et à la place, il a disparu. Donc pour plusieurs raisons, hein, voilà. Il y a plusieurs trucs qui font qu'il est disparu pendant très très longtemps. Et je trouve que voilà, il se reproche ses propres erreurs. Et des erreurs qu'il a pas vraiment à se reprocher, hein, puisque vous verrez dans l'anime que c'est vraiment pas de sa faute, quoi, s'il n'a pas pu être là pour sauver la forêt, sa sœur, enfin voilà. Et il faut savoir que King est amoureux de Diane, et ça c'est un truc à retenir, parce que King obtient de la force lorsqu'il protège ceux qu'il aime, donc ses amis, Diane, tout ça. Et voilà, c'est... Voilà. Je trouve que c'est un héros, même s'il est nanar dans sa façon d'être, même si, voilà, on a connu mieux comme héros et tout. Je trouve que c'est super sympa de mettre un roi qui se bat pour quelqu'un. Voilà, je trouve que c'est voilà le truc qu'il fallait faire. Voilà. Ensuite, nous avons Gowther, qui est le péché du bélier de la luxure. Et c'est un personnage bizarre, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il est très 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 étrange et ne se définit même pas comme un humain. Donc bon, ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'il lit beaucoup. Et puis voilà, hein, alors normalement il se cachait dans une armure, mais je sais pas trop pourquoi en fait. C'est très le brouillard, hein, pour nous. On connaît très très peu de choses de son perso, et enfin de tous les persos de base. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième saison. Enfin bref, passons. Et ensuite on va parler du dernier péché que l'on rencontre. Alors Merlin, péché du sanglier de la gourmandise, qui est une femme. Et c'est une putain de bonasse. Voilà. je vous l'annonce, je vous le dis. Merlin, elle pourrait tourner dans un porno. Je suis désolé. Mais là, hein, les mecs se sont dit, bon, on va rester sobre avec la princesse, avec Diane, avec machin, avec truc. Hein. Mais par contre, pour Merlin, ça va être une dépravée. Hein. Donc, elle se dit elle-même meilleure magicienne de tout le royaume. Alors le royaume qui porte le même nom que le peuple de Code Geass, qui est j'ai oublié. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, de toute façon vous aurez sûrement compris. C'est pas les Eleven, mais c'est les autres, ceux dont est Charles et tout ça, et le louche et tout. Britannia. Voilà. Donc le monde où il se trouve, donc le royaume où est la princesse, c'est Lyons, mais le monde dans lequel il se trouve, on l'appelle Britannia. Voilà. Donc voilà, c'est une magicienne et elle est avec le roi Arthur Pendragon. Oui, c'est très comment dire, très imaginé comme histoire, hein. Arthur, des chevaliers, ouais, franchement, voilà. Donc voilà, et le dernier péché qui est donc, attendez, la colère, l'avarice, la jalousie, enfin l'envie, la paresse, la luxure, la gourmandise, qui serait pride, l'orgueil qu'on ne connaît pas. Et là je vais spoiler à mort parce que ça va être dans le dernier épisode. Donc si tu veux pas écouter, n'écoute pas, arrête-toi là. Attends. Ok, c'est bon, pour moi t'es parti, t'as regardé tout le manga. Voilà. C'est par rapport à la fin du manga.
Ça va aller dans mes points forts et enfin les points forts et les points faibles du manga de toute façon. Mais je trouve que, en fait, à chaud, j'ai trouvé l'histoire ridicule parce que la meuf cherche les 7 péchés capitaux et au final, elle en trouvera que 6. Et ensuite, il y a Meliodas qui vient la chercher, qui fait bon, on y va parce qu'on cherche. Enfin, tu m'as demandé de chercher les 7 péchés capitaux, il en manque un. Donc ça donne une possibilité de saison 2. C'est vrai que j'ai trouvé ce petit moment vraiment excellent. C'est vrai que je me suis dit, tiens, ils ne parlent pas enfin ils ne font pas les 7 péchés capitaux pour la fin de du manga, c'est-à-dire pour le combat final, mais ils ne l'oublient pas. Et vu que c'était, enfin, au début, tout part de là, c'est-à-dire que la base du manga part sur la recherche des 7 péchés capitaux. Et on se retrouve avec 6 péchés capitaux à la fin, et je me suis dit, non, on peut pas rester sur ça, enfin... L'histoire doit avoir, voilà. Et c'est vrai que le fait qu'ils disent, bon, on va chercher le 7ème, hein, et ben voilà, j'ai trouvé ça super excellent. Et puis ça donnera peut-être sur une seconde saison. On l'espère tous. Voilà, alors, les musiques, les OST m'ont pas personnellement, enfin, pas choqué, mais m'ont pas personnellement marqué. Par contre, il y a l'opening 2 qui s'appelle Seven Deadly Sins, donc les 7 péchés capitaux en anglais, par Man What's Mission. Voilà. C'est la musique, je pense que je vous aurais mis en fond, parce que je vais vous mettre une petite musique, puisque je suis tout seul, voilà. C'est le deuxième opening du manga, et voilà, c'est le genre de musique qui, waouh, phase. Voilà. Après nous avons le premier opening qui est Netsujo no Spectrum de Ikomono Gagali, pardon. Et c'est une très bonne musique aussi, hein. Quand on lit les paroles, elle est un peu nanar, mais elle est jolie. Le deuxième manga est beaucoup plus bouge beaucoup plus et tout, et j'aime beaucoup plus. Voilà. Donc maintenant on va parler des points forts et des points faibles, et ensuite on s'arrêtera là. Donc pour moi le point fort de ce manga, enfin les points forts, c'est sûrement son histoire. Le fait que quand on commence le manga, enfin l'anime, les 7 péchés capitaux sont des criminels qui ont renversé, enfin qui ont tenté de renverser le royaume, qui ont éliminé des dizaines de centaines de chevaliers, et même à la fin du manga on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est là je trouve qu'il y aurait besoin d'une deuxième saison, c'est expliquer ce qui s'est passé, tous les mystères sur Meliodas, le mystère sur Hawk, parce que je suis sûr que Hawk a quelque chose à voir. Je veux dire, ils peuvent pas faire un cochon qui parle et qui comprend les humains, hein, et le laisser comme ça. Non, ce serait pas possible. Ils vont lui donner un truc, c'est obligé. Je veux dire, ce serait pas normal. Voilà. Je trouve. Et s'ils le font pas, je serais extrêmement déçu parce que Hawk mérite, mais largement, son histoire. Il mérite un truc, un pouvoir badass ou un truc comme ça. Voilà. Après, je trouve que l'histoire qu'il y a est vraiment géniale parce qu'il y a une ambiance que l'on ne comprend pas. Enfin, si, que l'on comprend juste énormément en fait, entre un des chevaliers saints, dont je ne dirai pas le nom, et le chef, donc Meliodas. Il y a une histoire entre eux, et c'est vrai que jusqu'au bout, tu vas croire qu'ils se détestent, et à la fin, rebondissement, vous comprendrez. Et je trouve que c'est juste excellent, un manga qui arrive à mettre, à autant cacher un tel sentiment, quoi. C'est, je trouve, voilà, énorme. Après, l'un des points noirs, c'est, comme je le dirais, je pense que c'est comme dans beaucoup de mangas, c'est peu de choses sur le passé, enfin beaucoup de trous noirs sur le passé qu'on ne connaît pas. Et s'il n'y a pas de saison 2, s'il n'y a pas de trucs pour nous expliquer, je trouverais ça vraiment dommage. Mais pour moi, ça reste
l'un des meilleurs mangas qui m'a été, qui m'a été donné de regarder et d'analyser. Voilà. Voilà, ce troisième opus de Anime Life est terminé. J'espère que cet Anime Life sur Nanatsu no Taizai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un autre manga. Je pense que je serai toujours seul et ensuite je pense que pour le mois d'août, début août, mi-août, je vous ferai un autre Anime Life avec quelqu'un. Je voulais rattraper un peu le fait qu'il n'y ait pas eu d'Anime Life depuis un moment. Et vu qu'en ce moment je me mets à regarder pas mal de mangas en tout genre. Donc voilà. D'ailleurs, le prochain manga est un manga très très court, mais excellent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc sur ce, n'hésitez pas à me laisser des mangas en commentaire, ce que vous avez pensé de moi tout seul en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.